Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour un nouveau numéro des acteurs de l'éducation. Vous savez, je rencontre ceux qui font le monde de l'éducation d'aujourd'hui, mais aussi donc du futur. Alors, aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir avec moi, et je l'ai récupéré entre différents voyages, missions et actions, quelqu'un qui est serial entrepreneur breton. Alors, je ne sais pas s'il y a une géopolitique spécifique où les Bretons entreprennent plus que les autres, mais aussi coprésident du Learning Show de Rennes, vice-président des Tech France, fondateur du cluster, alors cluster n'est peut-être pas un bon terme en ce moment, mais du pôle donc EdTech Grand Ouest, CIO de la société SAS Blended Learning, et donc bien évidemment, vous avez tous deviné que derrière toutes ces activités se cachait Yannick Raffenel. Merci d'avoir accepté cet échange. Je vais dire les premières questions. Qu'est-ce qui vous motive et pourquoi autant d'engagement? Bonjour, merci pour ce temps. Qu'est-ce qui me motive? Eh bien, je crois qu'on a la chance, et c'est une véritable chance de travailler dans un domaine qui est en permanence en plein renouvellement et qui est au cœur des transformations de la société. La formation tout au long de la vie, ce concept sorti il y a maintenant 40 ans, hein, mais on le vit tous au quotidien et plus que jamais quelque chose qui impacte l'ensemble des citoyens. On se pose la question pour les enfants sur la manière d'aller les éduquer. On se pose en permanence la question sur comment aller orienter des jeunes vers des métiers qui n'existent pas encore et comment aller les préparer dans un métier où on sait qu'ils vont changer au moins 4 ou 5 fois de métier à minima, et pour tous les citoyens eh bien, qui sont confrontés à des transformations au quotidien de leurs outils, de leur poste de travail, de leur mission, où la question du sens se pose. Et on voit bien donc que cette question de l'information, elle touche tout le monde, elle est fondamentale. Et là, nous, nous avons cette chance d'être des professionnels de la formation, des professionnels qui à la fois prennent du recul en essayant de comprendre ce qui se passe et en même temps ont les mains dans le cambouis parce qu'ils font des dispositifs, ils produisent des ressources, ils construisent ces changements à tous ces différents niveaux avec en plus l'apport des outils technologiques. Donc, pouvoir mélanger ces innovations perpétuelles avec ce que peut apporter la techno et ces questions fondamentales de transformation de la société, pouvoir être au cœur de ça, c'est juste quelque chose d'enthousiasmant. Et tous les métiers, toutes les fonctions, puisque je suis slasher depuis tout le temps, j'ai toujours cumulé toutes ces responsabilités, eh bien, ce sont autant de pièces d'un puzzle qui s'assemblent et se nourrissent les unes aux autres pour permettre d'avoir une big picture, pour qui permettent vraiment d'aller à la fois réfléchir, apporter une vision, construire un point de vue, une ambition, et en même temps, eh bien, participer et amener ma pierre dans cette transformation globale. Donc, c'est juste une chance, et cette chance, elle me nourrit chaque jour, et c'est ce qui me fait être présent sur beaucoup de fronts à la fois. Merci. Alors, est-ce que c'est une vision qui est partagée par l'ensemble de la communauté éducative et surtout par l'éducation nationale? Alors, euh, c'est- on est dans un domaine justement qui est un domaine extrêmement siloté. C'est une des raisons de mes engagements à essayer de faire tomber les silos. Il est tellement difficile d'aller faire que des enseignants de l'éducation nationale puissent déjà échanger entre eux. Lorsqu'on est sur le primaire, on rencontre quasiment jamais ceux qui travaillent sur le secondaire. On ne rencontre jamais, on n'échange quasiment jamais avec ceux qui sont dans l'enseignement sup, et
encore moins avec les personnes qui travaillent dans les organismes de formation. Or, il y a un continuum autour de tout ça, et surtout des questions dans les métiers qui sont les mêmes, même si les publics sont différents, les questions sur la place du formateur, sur les méthodes pédagogiques, sur l'apport de la techno, toutes ces questions-là, ce sont des questions que tout le monde partage. Et de ce fait, c'est aussi moi une de mes motivations, c'est d'essayer de faire que tous ces publics puissent se rencontrer, puissent échanger, et bien au-delà de ça, puissent aussi rencontrer les entreprises tech qui, elles, amènent des approches, des solutions, une vision, une innovation, euh, et, euh, et tous les commanditaires, tous ceux qui permettent de rendre ça possible. Et donc, par rapport à cette question, est-ce que c'est partagé? Oui, il y a une vision qui est que de toute façon, que l'on soit enseignant dans le primaire, dans le secondaire, dans l'enseignement sup, les choses changent et qu'il faut essayer d'accompagner tous ces professionnels dans ce changement. Après, au-delà des mots, ce sont des initiatives qui sont portées par Canopé, le réseau Canopé évidemment au niveau de l'éducation nationale, mais autrement, ben, ce sont des initiatives qui sont portées par des associations telles que le Learning Show, telles que tout un tas d'autres acteurs qui disent essayons de faire se regrouper les professionnels pour qu'ils puissent ensemble progresser et évoluer. Mais là, est-ce qu'il n'y a pas un risque d'avoir un émiettement d'un certain nombre d'acteurs, d'interlocuteurs, qui fasse que, vu de l'extérieur, ça paraisse un petit peu compliqué et de savoir de quelle aide on peut disposer? Oui, c'est vrai, et c'est une des raisons pour lesquelles il y a une nécessité de regrouper tous ces acteurs, de donner une vision globale, et c'est une des choses dont je suis très heureux et fier, c'est justement de pouvoir contribuer au travers, par exemple, de ce qu'on appelle maintenant les hubs EdTech, qui sont des associations régionales, eh bien, faire que ces regroupements d'acteurs se fassent sur une proximité géographique. Pour, par exemple, sur le territoire Hauts-de-France, la région Hauts-de-France, faire que dans un lieu, à divers moments de l'année, et de manière de plus en plus régulière, que ce soit des formateurs, des enseignants, des laboratoires de recherche, des responsables d'organismes de formation, des entrepreneurs EdTech, tous ces gens-là vont se regrouper, vont mener des travaux ensemble, vont apprendre à travailler sous forme de consortium, vont déjà aussi rentrer dans une logique de cartographie qui permettent d'aller visualiser qui fait quoi. Parce que lorsque l'on veut que des gens travaillent ensemble, il faut d'abord qu'ils se connaissent, et c'est fondamental aussi, ça passe par la convivialité d'un côté, mais aussi par des outils de cartographie, des moteurs de recherche qui permettent d'identifier exactement qui fait quoi. Eh bien, cette dimension des hubs régionaux, ça existe maintenant dans la Haute-France, en Grand Ouest, et c'est le premier que nous avons monté, et pour lequel j'ai présidé à sa destinée pendant les 2 premières années, mais aussi maintenant dans le sud, en Occitanie, dans le Pays Basque, à La Réunion, à Mayotte. On a vraiment un regroupement comme ça de tout un tas d'entités qui s'organisent pour pouvoir permettre à ces personnes de travailler ensemble dans la proximité. Et pour justement lutter contre cet émiettement, et cette fragmentation et cette dispersion des individus. Est-ce qu'il y a des thématiques ou des problématiques spécifiques selon les régions? Dit autrement, est-ce que la high-tech à La Réunion est différente, ou les thématiques sont-elles différentes de celles des Hauts-de-France ou du Grand Ouest? Eh bien, oui, parce que culturellement, parce que historiquement, ou par la nature de ses membres. Puisque j'arrive de La Réunion, où a été lancé ce hub, par exemple, il y a une culture au niveau de La Réunion avec beaucoup d'entreprises et de tests qui ont été faits autour de l'usage de l'audiovisuel et de la réalité virtuelle.
Voilà, parce que La Réunion était une terre sur laquelle il y a beaucoup d'entreprises qui produisent de la vidéo ou du cinéma depuis longtemps. Donc, typiquement, c'est autour de cet axe-là que s'est construit le hub au départ, et ça va certainement avoir une coloration, puisque dans les mises en pratique qui sont faites au niveau des établissements, eh bien, ça tourne très souvent autour de la réalité virtuelle. Euh, Alors que ça, on ne va pas du tout le retrouver, par exemple, dans une autre région qui va travailler beaucoup plus sur des problématiques d'inclusion, d'électronisme, par exemple, ou sur d'autres, comme par exemple les Hauts-de-France ou la Normandie, qui vont travailler beaucoup plus sur les logiques de badge, de reconnaissance et de validation des acquis. Donc ça, ce sont des thématiques qui sont choisies par chacun des membres qui composent les hubs, et euh, ce sont des thématiques, on va dire, spécifiques, propres à chacun des hubs, mais par contre, la nature dans le fonctionnement du regroupement des groupes de travail et de la mise en commun sous forme de constitution de consortium, etc., ça, c'est quelque chose qu'on va retrouver partout sur tous les hubs. C'est la même approche dans le monde, dans les autres pays, où là aussi on pourrait considérer qu'il y a une sorte de géopolitique des EdTech. Alors, il y a justement EdTech France, donc, qui est l'association qui regroupe les entrepreneurs et entrepreneuses EdTech, donc à peu près un petit peu plus de 400 membres hein, là aujourd'hui, alors que l'association a été créée il y a 3 ans, eh bien, est membre fondateur de l'Alliance européenne de la EdTech, et qui regroupe non seulement des associations suédoises, danoises, norvégiennes, mais aussi italienne, et allemande. On a, on voit des approches qui sont un petit peu différentes dans chacun des pays, mais qui vont toutes dans le même sens, c'est-à-dire comment réussir à faire que les innovations puissent profiter au plus grand nombre, comment faire tomber les frontières qu'il peut y avoir entre formation initiale et formation professionnelle, avec chacun aussi des difficultés qui varient suivant les organisations et les États, à pouvoir faire que l'appropriation des outils se fasse au niveau des gouvernements par les ministères d'éducation nationale. Et on voit bien que là encore une fois, l'histoire même de la gouvernance de ces questions-là varie énormément selon les pays, et donc facilite plus ou moins les tests, les expérimentations et les appropriations de dispositifs innovants. D'accord. L'high-tech, c'est quoi? C'est des startups ou des grandes entreprises ou les deux? Alors, la tech d'abord, la tech il faut repartir d'une définition qui soit intéressante et compréhensible par tout le monde, parce que nous, on travaille dedans, on sait ce que ça veut dire. Vous allez dans la rue, vous posez la question et on vous regarde et personne ne sait ce que c'est. EdTech, ça vient donc, ça vient de l'anglais Education et Technology. Mais Education, c'est le sens anglophone de tout ce qui est aussi bien de l'enseignement et de la formation. C'est pas l'éducation telle qu'on l'a à la française. Donc, l'EdTech, ça recouvre 3 grands domaines. D'abord, tout ce qui est enseignement, ou plutôt tout ce qui est éducation, donc éducation avec tout ce qui est de l'ordre du scolaire, tout ce qui est enseignement supérieur et tout ce qui est formation professionnelle. Donc, on le voit, on a déjà 3 ministères de tutelle. Un ministère qui est le ministère de l'enseignement, de l'éducation nationale. Deuxième ministère qui est le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche. Et le troisième qui est le ministère du travail.
Notre rôle, c'est d'être aussi des interlocuteurs vis-à-vis de ces ministères pour pouvoir bien faire remonter les besoins du terrain, faciliter les usages, les déploiements, construire des cadres législatifs qui soient un peu plus favorables aux innovations et travailler, par exemple, sur tous les moyens de financement tels que c'est inclus dans le plan de relance aujourd'hui, en étant des interlocuteurs et membres des groupes de travail du Haut Commissariat aux compétences, par exemple. Alors, qui sont les membres? Ces membres, ce sont pour beaucoup des petites entreprises, mais on a aussi des gros mastodontes hein, qui sont principalement dans la formation professionnelle, puisque 65% des membres travaillent dans la formation professionnelle. On a une partie qui travaille, à peu près 20-25% qui travaillent dans le monde de l'enseignement sup et on a grosso modo 20% qui travaillent dans le monde de l'éducation. On voit que l'on a aussi tout un tas de membres qui sont sur deux domaines et qui sont à la fois sur l'un et sur l'autre. Ces entreprises, on a beaucoup d'entreprises qui sont des petites entreprises avec, par exemple, un chiffre qu'il faut garder en tête, puisque les choses bougent très vite dans ce domaine. Lors du premier confinement, de mars 2020 jusqu'à avril 2021, on a par exemple eu 120 créations d'entreprises EdTech. Donc, des créations, on est avec des entreprises dans lesquelles on va avoir au départ une, deux, trois personnes, hein, c'est tout. Parmi nos membres, on a encore un nombre très conséquent d'entreprises dans lesquelles il y a moins de 10 salariés. Mais on a aussi des entreprises qui maintenant ont plusieurs centaines, 500, 700, 800 collaborateurs. Ce qui est très intéressant à observer, c'est de savoir quel est le profil de ces créateurs d'entreprises dans le J'allais monde. vous poser la question. Parce que c'est un phénomène qui est tout à fait spectaculaire. On a parmi ces personnes principalement deux types de profils. Soit des ingénieurs, ingénieuses qui sortent d'une école d'ingénieurs, qui ont travaillé dans le monde dans lequel ils étaient prédestinés, donc en tant qu'ingénieurs, dans des entreprises de conseil, par exemple, ou de manière très technique, hein, vraiment dans du développement. Ça, c'est une partie. L'autre partie qui est à peu près équivalente, ce sont des personnes qui sortent d'une école de commerce et qui là aussi peuvent avoir une expérience de travail ou pas. Parfois, c'est aussi directement dans le sujet, l'objet qui les a portés pendant leur dernière année d'école de commerce, qui traitait sur les questions de la formation et de l'enseignement. Ce qui est commun, c'est que tous disent, voilà, nous avons quitté notre milieu d'origine ou le travail qu'on venait de faire là en sortant de l'école parce que nous cherchions un domaine qui nous passionne, dans lequel on a du sens et qui nous donne envie vraiment de nous investir à fond. Et le domaine de l'éducation, de la formation, ça nous semble extraordinaire parce que là, on va être aligné en termes de valeurs. Ce qui est très intéressant là-dedans, c'est qu'on le voit, la motivation est une motivation d'entrepreneur qui cherche à avoir du sens, donc on est dans de l'entreprise à impact, mais la contrepartie de ça, c'est que on se rend compte qu'on a très peu d'entrepreneurs et tech qui sont issus du milieu de la formation, qui viennent avec une expérience et une connaissance du marché et des problématiques et des réalités de ce qu'est l'enseignement ou la formation. Et ça veut donc dire que le point de faiblesse de ces entrepreneurs et entrepreneuses est très souvent au travers de cette méconnaissance du marché. Et c'est un des éléments sur lesquels nous jouons notre rôle en association qui anime l'écosystème, c'est de leur permettre de leur faire des retours d'expérience et de leur amener une information importante sur justement la réalité du terrain, sur ce monde de la formation et de l'enseignement, pour leur permettre de ne pas aller réinventer le fil à couper le beurre.
Cette remarque est intéressante. C'est vrai que cette approche entrepreneur et souvent pour parler avec des créateurs de tech, il y a également des expériences malheureuses et en disant j'ai pas envie ou j'ai plus envie de revivre ça, je vais créer mon entreprise et avec la confrontation avec le monde économique, enfin le monde académique, pardon, lapsus révélateur. Je veux dire, est-ce que l'éducation est un marché? Ça, c'est un vrai problème. C'est quand on regarde justement les chiffres, pourquoi est-ce que l'on a que à peu près un cinquième des entreprises de la tech qui travaillent sur l'éducation, c'est que pénétrer le marché de l'éducation en France est un véritable défi. Le seul partenaire qui permette d'aller à l'échelle industrielle, c'est le ministère de l'Éducation nationale. Et ce partenaire-là, avant de réussir à pouvoir lui vendre quelque chose euh, qui puisse être déployé sur les millions d'utilisateurs, eh bien, c'est un très, très, très long chemin de croix. Et on a uniquement que quelques très gros acteurs qui sont positionnés historiquement depuis longtemps sur ce marché, qui sont des acteurs qui travaillent sur ce qu'on appelle les ENT, sur les dispositifs d'interface entre les parents et les enseignants, entre les enseignants et l'administration, donc des plateformes, on va dire, plutôt techniques de relations. On connaît tous, par exemple, le logiciel Pronote, avec lesquels les enseignants vont aller faire le suivi des élèves et préparer les conseils de classe. Voilà. Donc voilà ce type d'exemple pour lesquels des acteurs réussissent. Par contre, ce qui intéresse très souvent les entrepreneurs, c'est d'aller produire des outils qui viennent avec une approche pédagogique différente, en produisant des ressources qui vont amener à vraiment des pratiques qui visent les enseignants. Et là, c'est très difficile parce que les enseignants n'ont pas la maîtrise de leur achat de leurs outils et ils ne peuvent pas aller prendre des initiatives individuelles ou alors sur leur denier personnel. Donc, on voit que l'évolution du marché sur l'enseignement, sur l'éducation, va aller très souvent vers deux types de marchés. Eh bien, le B2C vers les familles, en allant vendre des ressources, des approches, en allant sur tout ce qui va être soutien scolaire, avec beaucoup d'innovations tout à fait intéressantes, mais avec d'énormes difficultés, ne serait-ce qu'éthiques, puisque ça veut dire qu'on ne s'adresse qu'à des familles qui en ont les moyens, donc pour lesquelles souvent les enfants n'ont pas le plus grand besoin. Et donc on continue à alimenter la fracture sociale autour de l'usage des outils et des avantages de la high-tech. Il y a une autre approche qui est intéressante, qui est une approche qui est faite par exemple par les entreprises high-tech qui travaillent sur la question des troubles 10. Les troubles 10, c'est la dysorthographie, la dyslexie, etc., dyscalculie et compagnie. Eh bien là, il y a aussi plusieurs approches qui sont faites, dont une approche, par exemple, qui est, on va dire, je pourrais peut-être la dénommer ainsi, médico-pédagogique, en disant, en essayant de faire reconnaître des outils, des dispositifs sur le champ médical pour pouvoir réussir à permettre une prise en charge dans le cadre de l'enseignement et qui permet à ce moment-là de faire sauter ce volet vraiment très clivant qui est le financement, puisque encore une fois, les individus ne sont pas ceux qui ont les moyens d'aller chercher les bénéfices de ces outils. Alors, et puis il y a également, enfin, pour revenir dans votre comparaison, sur ce dans le domaine du supérieur, la liberté académique et la gestion, la liberté du contenu. Et c'est là aussi où il y a toute cette confrontation et cette difficulté à mettre en relation les établissements et les tech. Alors, je l'ai dit en préambule, vous êtes un homme d'action impliqué dans beaucoup de projets. Quels sont vos prochains défis ou prochaines actions? Oh, alors il y en a plusieurs.
Bien sûr, parce qu'il y a toujours beaucoup de choses qui sont dans les tuyaux. Premier défi, c'est d'abord d'amener toutes ces entreprises qui sont regroupées autour de la Tech France à répondre à une exigence sociétale fondamentale qui est que la francophonie, euh, la langue française va être une des langues les plus parlées au monde dans les 10 ou 15 années à venir, grâce au développement de la population en Afrique. Et les besoins d'éducation en Afrique sont absolument colossaux. On ne peut pas ne pas utiliser les outils EdTech pour pouvoir répondre à ces besoins. Euh, euh, je, je vais prendre un tout petit exemple sur un des départements français très mal connu, le dernier département français qui a été créé, qui est le département de Mayotte. Le département de Mayotte est la plus grande maternité de France. Aujourd'hui, il faudrait ouvrir une classe par jour pour pouvoir répondre aux besoins d'éducation sur Mayotte. Or, aller construire une classe par jour à Mayotte, c'est impossible. Eh bien, la réponse doit pouvoir venir aussi par le déploiement de technologies de formation et d'enseignement, ce qu'on va appeler de la low-tech. C'est quelque chose qui s'appuie sur le fait que tout le monde a un smartphone et de pouvoir faire de l'accompagnement humain, mais dans une vision qui est une vision hors les murs. Et pourquoi est-ce que je parle de Mayotte? Parce que c'est la France et en même temps c'est la porte ouverte sur l'Afrique, puisque les langues maternelles à Mayotte ne sont pas le français. Ce sont des langues qui sont des langues parlées dans le reste des pays tout autour, soit Madagascar, soit le Mozambique, la Tanzanie, etc., qui sont des portes ouvertes vers l'Afrique. Nous avons à aider l'Afrique à former et éduquer tous ces jeunes qui sont en train de naître et qui grandissent. Et pour ça, ce n'est pas un simple marché, c'est un espace où nous devons réussir à trouver des coopérations pour pouvoir amener les outils et travailler avec les acteurs locaux sur place qui, eux, ont la maîtrise de la culture, des contraintes d'usage, puisqu'il n'y a pas d'ordinateur, mais simplement du téléphone, et pour amener quelque chose qui est très important, qui n'est pas simplement de la traduction, mais qui est de la localisation des ressources. C'est-à-dire faire que les ressources soient localisées avec la culture interne. Pour revenir à Mayotte, eh bien, il existe énormément de ressources faites qui peuvent être utilisées dans l'éducation. Eh bien, ces ressources, elles doivent être localisées avec les éléments culturels et les langues parlées à Mayotte pour que ça puisse être diffusé au plus grand nombre. Donc ça, c'est un vrai défi et ça passe par aller provoquer des regroupements entre les acteurs locaux africains et les entreprises tech françaises pour aller trouver des espaces de coopération et de co-développement. Ça, c'est par exemple le premier des chantiers sur lequel nous travaillons, qui devait normalement être lancé au moment du sommet pour la francophonie, qui devait avoir lieu à Djerba à la fin du mois de novembre et qui a été décalé en 2022 pour cause de Covid. Mais c'est quelque chose qu'on va continuer à accompagner parce que c'est vraiment quelque chose de très important. Ça, c'est le premier des chantiers. Le deuxième des chantiers, c'est le fait que les entreprises EdTech sont absolument, on l'a dit, dispersées, fragmentées. Il y en a 400 adhérentes, a priori il y en a à peu près 550 qui existent en France, c'est illisible et surtout chacune est un petit morceau du puzzle qui fait que pouvoir acheter une solution EdTech est quelque chose de très complexe pour les décideurs, quels qu'ils soient, organismes de formation, écoles, grandes écoles ou responsables de formation dans une entreprise. Et le courant vers lequel nous avons envie d'emmener les entrepreneurs, c'est le fait d'être capable de travailler les uns avec les autres pour pouvoir rassembler les offres de services pour amener une chaîne de valeur qui soit vraiment concaténée, qui soit enfin lisible et qui permette de
réduire le nombre d'interlocuteurs pour les décideurs qui veulent acheter des solutions EdTech. C'est-à-dire garantir le fait que une solution qui va travailler sur le positionnement, eh bien, elle va envoyer de la data qui va être utilisée par la plateforme, qui va être capable d'utiliser des ressources, qui va être capable d'aller délivrer des diplômes, que tous ces éléments-là sont faits pour travailler les uns avec les autres, qu'il y a des API entre eux, qu'il y a un socle identifiant, qu'il y a un modèle économique global qui permette d'acheter l'ensemble de la solution et pas simplement chacun des morceaux côte à côte qu'il faut aller négocier, mettre en place, maintenir, faire évoluer, etc. Donc, ce rassemblement pour pouvoir faire que les offres EdTech soient maintenant capables de travailler les unes avec les autres, c'est un des gros chantiers sur lesquels nous sommes en train de travailler pour embarquer le maximum de décideurs à bosser ensemble. Ça, c'est le deuxième chantier. Il n'y a, pas également une visibilité internationale de la tech française au travers des salons à Dubaï, au BET Alors, ou à Las évidemment, Vegas? ça, c'est un travail de fond que nous continuons à mener, qui est avec Business France. Nous revenons la semaine dernière de Dubaï, où il y avait l'exposition universelle avec la semaine dédiée à l'éducation et à la formation, et nous avons embarqué une quinzaine d'entrepreneurs français. Le 3 janvier, je pars, moi, à Las Vegas pour le CES, et j'y mène une learning expédition avec au total plus de 17 entreprises EdTech qui vont soit avoir un stand sur le CES et pour les autres qui vont participer à tout un tas de sessions de pitch pour réussir justement à aller pénétrer le marché américain. Nous organisons de la même manière une présence sur le BET à Londres et sur l'ensemble des grands événements internationaux. Et nous avons 2 VIE que Business France nous a fournis, qui sont dédiés à la high-tech et qui permettent d'aller explorer les marchés de l'Amérique latine et de l'Afrique de l'Ouest et du Maghreb, et qui sont en poste depuis le mois de septembre, et qui permettent d'aller à la fois constituer tout un tas de recueils d'informations sur les acteurs locaux pour servir d'interlocuteurs et pour faciliter justement les mises en relation entre les entrepreneurs et les marchés locaux. Donc oui, c'est vraiment une des responsabilités fortes que nous avons. Et il y a un autre chantier, le dernier chantier qui fait moi partie vraiment de ma feuille de route pour l'année à venir, c'est le fait d'ouvrir un groupe de travail sur la question de la mesure d'impact. Nous travaillons dans l'éducation, l'enseignement, la formation, mais les outils, les dispositifs ne sont pas des fins en soi. Ce qui est important, c'est vraiment l'impact que ça peut avoir et que l'on doit être capable maintenant de mesurer. La formation n'est qu'un moyen. La montée en compétences est une finalité et cette finalité doit pouvoir se traduire par des changements de posture, par des changements de comportement, par du développement de performance dans le cadre du travail ou par des changements de situation dans le cadre, par exemple, des demandeurs d'emploi. Donc, euh, pour pouvoir faire que les commanditaires de dispositifs de formation puissent s'appuyer sur les innovations contenues dans tous les outils et les offres de la tech, il faut pouvoir leur démontrer que aller investir dans ces outils, eh bien, c'est comme d'aller investir dans un outil de production. On doit être capable d'aller démontrer le ROI, le retour sur investissement. Et pour ça, il faut que tous ces entrepreneurs qui produisent des outils, qui produisent des dispositifs, eh bien, soient maintenant capables d'aller poser des KPI, des indicateurs de mesure de la performance ou des KVI, des indicateurs de mesure de la valeur ajoutée pour pouvoir aller chercher et démontrer la légitimité à aller utiliser ces outils-là et aller investir dans ces moyens nouveaux qui évidemment nécessitent des moyens financiers, mais qui ne sont pas là pour simplement être à la mode ou à la page, mais qui sont là pour pouvoir vraiment aller développer ces impacts réels sur les apprenants.
Alors, je suis très heureux de vous entendre parler donc, de ce projet parce qu'effectivement, je trouve qu'il y a beaucoup d'innovations pédagogiques. Malheureusement, il y a peu de recherche et de se dire est-ce que telle technique, telle technologie permet d'améliorer un enseignement ou plus d'impact, etc. Et je crois qu'effectivement, ce qui permettra vraiment de crédibiliser, de passer à des stades supérieurs, ce sera ces éléments très concrets qui peuvent permettre de faciliter la décision et qui aident tout le monde. Merci pour cet échange passionnant.